cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. La police judiciaire a restitué ce matin 15 véhicules volés par un réseau opérant dans ce domaine. Détail dans ce journal. Point de presse ce matin de l'administrateur de la ligne verte. Objectif, faire la situation des activités du bureau de la ligne verte. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La police judiciaire a procédé ce matin à la restitution de 15 véhicules volés par un réseau de voleurs opérant dans ce domaine. Les 15 véhicules ont été remis à leurs propriétaires. Le compte-rendu est signé Hima Seibou. Au total, ce sont 15 véhicules volés par un réseau de grands voleurs opérant au Niger qui viennent d'être restitués à leurs propriétaires. Cette opération a été rendue possible grâce à la bonne coopération entre la brigade de recherche et d'investigation et le service Interpol en collaboration avec la police nigériane. Les propriétaires, en recevant les clés de leurs véhicules, ont témoigné toute leur gratitude à la police judiciaire. Ils exhortent l'État à mettre à la disposition de la police tous les moyens qu'il faut afin de mener à bien son rôle. Le lieu de remercier sincèrement la police qui n'a aménagé aucun effort pour pouvoir nous mettre dans nos droits. C'est le lieu ici de dire à nos autorités de bien récompenser la police parce que notre sécurité est assurée par elle. Nous avons l'une des meilleures polices de la sous-région. Merci. Merci à la police qui a fait un gros travail pour la sécurité de notre pays. On a confiance en notre police et on la félicite de continuer dans le même sens. Maintenant, nous sommes assurés que nous avons une police à la grandeur du pays. La population doit contribuer davantage à collaborer avec la police nationale afin de mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs. Le bureau information, réclamation, lutte contre la corruption et le trafic d'influence en milieu judiciaire, plus connu sous le nom de la ligne verte, a tenu ce matin un point de presse. Objectif, faire la situation sur ses activités de sa création à ce jour. Écoutons un extrait avec l'administrateur de ce bureau, El Haj Idi Abdou. La ligne verte a enregistré 17 614 appels des citoyens sur une période de près de 16 mois. 455 plaintes et dénonciations des citoyens ont été examinées par le bureau. Le bureau a produit 3 rapports généraux. Un rapport général en mars 2012 consacré à 227 plaintes et dénonciations des citoyens. Un rapport général de mars 2013 portant sur 205 plaintes et dénonciations. Un rapport général d'août 2013 sur 23 plaintes et dénonciations. À l'issue de l'examen des 450 plaintes et dénonciations, il ressort les résultats suivants. 124 plaintes ont fait l'objet de classement sans suite. Vous avez énuméré dans quelles conditions on classe sans suite une plainte. 117 plaintes ont fait l'objet d'investigation. Ces 117 plaintes, on s'est déplacé sur les terrains pour mener les investigations. 115 plaintes ont fait l'objet d'information. S'il y a 2 niveaux d'information, il y a un niveau d'information où les agents donnent aux citoyens. Maintenant, après les plaintes qui sont motivées par évidemment l'ignorance du principe de fonctionnement de la justice, en même temps, quand nous partons investiguer, nous partons avec les plaintes qui font l'objet d'informations. À chaque localité, nous appelons
celui dans la plainte fait l'objet d'informations pour qu'il vienne trouver le comité. En face, on lui explique les différentes procédures qu'il ne maîtrise pas. 59 plaintes ont fait l'objet de recommandations. Ça, c'est des préoccupations. On a fait des rapports circonstanciés qu'on a envoyés à acquis de droit. 35 plaintes ont été renvoyées à la Halcia. Donc, il y a 35 plaintes qui ne visent pas les acteurs du système judiciaire et nous les avons envoyées à la Halcia. 5 plaintes ont été retirées par leur auteur. À l'issue des investigations portant sur les 117 plaintes, le bureau a conclu ainsi qu'il suit. 61 plaintes ont été classées sans suite. 11 plaintes ont fait l'objet de recommandations. 9 plaintes sont relatives à des procédures pendantes devant les juridictions. 5 plaintes font l'objet du suivi de leurs procédures devant les juridictions. Ces deux plaintes, elles sont pendantes devant des juridictions. Vu un certain nombre de paramètres, le bureau a décidé de suivre la procédure. 8 plaintes ont fait l'objet de saisine de procureur. Donc, après ces investigations, le bureau a estimé qu'il y a 8 plaintes, 8 dossiers qui présentent des indices de nature à saisir le procureur de la République compétent et nous avons saisi le procureur de la République compétent de 8 plaintes. 2 plaintes ont été retirées par leur auteur. Une plainte a été renvoyée à la Halcia. Une plainte a fait l'objet d'une demande de désistement du juge en charge de l'affaire. Une plainte a fait l'objet de transmission de pièces en vue de la reconstitution du dossier de la procédure devant les juges compétents. Une plainte a fait l'objet de saisine du bâtonnier. Évidemment, ici, nous avons aussi trouvé des indices. Et comme celui qui est mis en cause, c'est un avocat, nous avons saisi évidemment le bâtonnier. Un mot de culture dans ce journal. L'artiste congolais Papa Wemba et le groupe nigérien Peace Square sont à Niamey depuis cet après-midi, présents sur invitation du réseau de téléphonie mobile RTL Niger. Ces derniers animeront 2 méga-concerts prévus les 20 et 21 décembre 2013, respectivement au Palais des Congrès et au Stade Général Seyni Kountié de Niamey. Écoutons l'artiste Papa Wemba que je vous propose de suivre. Chairman, we need it. Now we have 3 days with you guys. No, let's start communication with everything. Welcome to Niger, and very proud to be with you. Thank you very much. Alain, papa. Oui, Banté. Bah ouais. Mais le patient est arrivé déjà. Il est là, il est là. Ah oui. Comment vas-tu? Bien. Bienvenue, on y va. Marie-Laure, Alain, ça va? Marie-Laure, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien, merci. Ah, Niamey, mais je suis venu faire mon métier, c'est-à-dire faire 2 concerts. 2 concerts, alors ne ratez pas. Ne ratez pas parce que c'est l'unique occasion et c'est le cadeau que RTL vous donne pour cette fin d'année. Papa Mba, est-il vraiment en forme pour ces 2 productions? Mais comment tu vois? Je pète la forme là, je pète la forme. À 64 ans que j'ai toujours mes reins solides et j'ai envie, j'ai vraiment envie, j'ai envie. Venez partager ce bon moment avec nous, venez partager ce bonheur avec nous, venez partager vraiment la musique de Viva la musique et Papa Wemba avec vous, venez écouter de la rumba congolaise.
Sur un tout autre plan, cérémonie de lancement ce matin à l'hôtel de ville de Niamey du projet Dounia, un projet relatif à la mise en place des toilettes sèches dans la ville de Niamey et la création d'une brigade de salubrité. Compte rendu, Seyni Mekido, Jibril et Issa Hassan. Cette présente rencontre a été initiée dans l'optique de procéder au lancement du projet Dounia, un projet qui consentira ses actions dans la mise en place des toilettes sèches publiques dans la commune urbaine de Niamey et d'une brigade de salubrité chargée du contrôle. Vu l'importance de ce projet, le président du conseil de ville de Niamey a salué cette initiative. Nous venons d'élaborer un plan d'action qui s'inscrit dans ce projet Niamey-Niala, initié par le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou. Ce plan d'action se décline pour le court terme en 3 objectifs. L'évacuation des déchets solides générés par les ordures ménagères, l'éclairage public et la mobilité dans nos rues, toutes choses qui concourent à une ville propre, une ville lumière, où les 1 300 000 de nos concitoyens auront le plaisir à circuler avec une fluidité normale. Après l'allocution du président du conseil de ville de Niamey, un expert en assainissement et un autre en brigade de salubrité ont tour à tour pris la parole pour retracer l'intérêt de l'utilisation d'une latrine sèche du point de vue sanitaire, assainissement et de la création de l'emploi. Ce projet va nous permettre en fait de mettre en place des latrines qui vont produire du compost, qui va permettre en fait de remettre les terres en jachère, de les remettre en situation d'exploitation. L'avantage de ce type de latrine, c'est qu'elle se substitue aux problématiques de fosses septiques, aux problématiques de fosses, de latrines à fosses, qui, comme vous le savez, sont des latrines qui génèrent souvent des maladies. La mise en œuvre de ce projet cadre bien avec la mission assignée au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, ainsi qu'avec le projet Niamey-Niala, cher au président de la République. Créant le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le gouvernement lui a confié la mission de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique nationale en matière d'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, et cela en relation avec les autres ministères concernés. La mise en place d'un tel ministère montre l'attachement que les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre chef de gouvernement, accordent aux questions de l'environnement en général et de la salubrité en particulier. Le lancement de ce projet Dounia justifie les efforts que les autorités de la 7e République déploient avec l'appui des municipalités, des acteurs privés, des populations et des partenaires techniques et financiers pour prendre en charge la question de la salubrité dans toutes les régions du pays. Et puis vous suivrez en partie magazine de cette édition le décryptage du message à la nation du président de la République Issoufou Mahamadou à l'occasion de la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République. Cela dit, cérémonie d'ouverture ce matin au ministère des Affaires étrangères de la première réunion du comité de pilotage du projet Jeunes, Paix et Développement. Ce projet est conjointement présidé par la haute autorité à la consolidation de la paix et le système des Nations Unies au Niger. Objectif, assurer les conditions de vie des populations par la remise au travail des jeunes. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Imran Maïga. La consolidation de la paix et la sécurité est l'un des objectifs primordiaux des pouvoirs publics et cela ne passe que par une politique de gouvernance et de développement durable. C'est en cela que se justifie cette première réunion du comité de pilotage du projet Jeunes, Paix et Développement, JPAD Tawa.
Placé sous l'ancrage institutionnel de la haute autorité à la consolidation de la paix, le projet JIPAD est coordonné par le bureau du SNU et mis en œuvre conjointement par l'OIM, l'UNFPA, l'UNICEF et le PNUD. Financé à hauteur de 3 millions de dollars américains, ce projet vise à assurer la durabilité des conditions de vie des populations par la remise au travail de jeunes, ce qui atténuera l'insécurité. La question de la paix est une question centrale pour le système des Nations Unies. Deuxièmement, le triptyque paix, sécurité, développement est un moyen actuellement pour assurer la durabilité de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela a du reste été rappelé par le secrétaire général des Nations Unies lors de sa dernière visite ici au Niger. L'intitulé même du programme me paraît d'une importance capitale puisqu'il s'agit de jeunes, paix et développement. 2/3 de la population du Niger a moins de 24 ans. Donc l'objectif essentiel, c'est de mettre cette jeunesse au travail, de pouvoir atténuer les facteurs de conflit pour pouvoir nous inscrire dans les orientations et la vision du chef de l'État qui, dans ce cadre aussi, mentionne clairement que la paix et la sécurité et le développement sont indissociables. Facteur déterminant sans lequel aucune action de développement ne serait viable, la consolidation de la paix au Niger après la rébellion armée du début des années 1994 et le conflit armé des années 2007 à 2009 est plus qu'un impératif. Notre région a également vu l'émergence de l'islamisme politique armé, des suites de la crise politique consécutive à l'annulation des élections législatives en Algérie, avec l'appui de mon frère et ami M. Fodé Ndiaye, coordinateur du système des Nations Unies. Nous avons pu obtenir ce financement IRF, Immediate Response Facility, que nous exécutons aujourd'hui sous la forme du projet JIPAD. Et nous espérons, comme l'a dit le coordinateur des Nations Unies, pérenniser les actions dans ce domaine avec le lancement prochain du PRF, dont le processus d'éligibilité est en bonne voie. En homme de terrain et en femme de terrain, vous savez que le chantier est immense et les besoins nombreux et variés. Au niveau de la haute autorité à la consolidation de la paix, notre ambition est de couvrir l'ensemble de notre zone d'intérêt, qui comprend environ 70 communes vulnérables. Cette première réunion du comité de pilotage du projet JIPAD Tawa se tient juste après une mission de terrain, ce qui permettra aux participants de remonter les contraintes et les opportunités rencontrées dans l'exécution des activités et d'en discuter. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier sur la revue annuelle 2009-2013, un atelier organisé par le ministère du Plan en partenariat avec l'UNFPA afin d'échanger autour de cette revue annuelle qui vise à atteindre les OMD au Niger. Issa Mustafa et Issa Hassan. La revue annuelle 2009-2013, intitulée « Programme pays » au centre d'une présentation et d'échange afin d'apporter les améliorations et les recommandations au bout des travaux de cet atelier, où les grandes lignes du programme de son volet harmonisation, croissance démographique qui est de 3,9% en 2012, le taux le plus élevé de la sous-région. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, ont été présentés par la représentante de l'UNFPA au Niger. Le programme comporte 3 composantes, à savoir la santé et les droits de procréation, les interrelations population et développement et l'égalité de genre et les droits humains. Ces composantes mettent l'accent, d'une part, sur l'amélioration de la santé et de la reproduction, en particulier la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive des jeunes, la planification familiale, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida, et d'autre part, sur la communication pour le changement de comportement, les interrelations entre population et développement, les inégalités et les inéquités de genre
y compris les violences basées sur le genre. Malgré donc toutes ces réalisations, avec un taux d'exécution satisfaisant, que de progrès, mais beaucoup reste à faire. Le programme a également réalisé de nombreuses actions concrètes dans divers domaines qui répondent toutes à de réelles contraintes en matière de genre. La capitalisation et la publication de différentes bonnes pratiques sous forme de guides, de modules et de manuels qui retracent la démarche suivie est la preuve que le 7e programme se positionne dans le partage d'expériences et la recherche continue d'une amélioration et des actions qui ont été initiées dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. L'intérim du secrétaire général du ministère du Plan a lui aussi exprimé la ferme volonté du gouvernement pour accompagner ce 7e programme de la revue annuelle. Nous sommes à l'état final de la mise en œuvre du 7e programme pays qui passera le flambeau dans quelques jours à son successeur qui est le 8e programme 2014-2018. La présente revue annuelle constitue donc une opportunité forte pour dresser sans complaisance le bilan de l'exercice 2013, faire un examen approfondi des résultats atteints par rapport à ceux attendus, aux ressources effectivement mobilisées et comparées à celles planifiées. Il devra également permettre de mettre en exergue les difficultés, les faiblesses et contraintes et de faire des recommandations pertinentes pour les résoudre et améliorer ainsi la mise en œuvre des actions à venir. La revue nous donnera également l'occasion de rappeler à tous les partenaires d'exécution du programme les nouvelles orientations qui sous-tendent le nouveau programme ainsi que les performances attendues de chacun des acteurs dans sa mise en œuvre. Une revue qui comporte des insuffisances qui ne sont pas sans conséquence sur sa performance. Ces assises donc permettront d'examiner les résultats de coordination, suivi et évaluation en perspective à la 8e revue de 2014. Restons toujours à Africa Hall où s'est ouverte ce matin la première session ordinaire du PEPAO Niger. Une rencontre qui vise la mise en œuvre du programme de ce projet en matière de productivité agricole. Retrouvons Issa Mustafa pour le compte-rendu. Première session ordinaire du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest au titre de l'année 2014. Des assises qui regroupent toutes les composantes techniques agricoles à l'amélioration génétique du bétail, pour ne citer que cela. Ce projet est en effet dans sa conception innovant, en ce sens qu'il intègre tous les éléments indispensables au développement d'une agriculture. Formation de tous les niveaux et de tous les acteurs, recherche, transfert de technologie, vulgarisation, échange de tout genre entre pays de notre sous-région. Je voudrais également, après 6 mois d'exercice dans cette mission, adresser de très vifs remerciements à mes collaborateurs qui m'ont fait preuve de loyauté et de détermination d'engagement et de détermination dans la conduite de nos opérations. Cela dans un cadre convivial. Le président du comité de pilotage a lui aussi pris la parole pour indiquer quelques chiffres en termes de productivité et de technologie diffusées par le projet. Le projet a permis de produire 1110 tonnes de semences certifiées, dont 660 tonnes de sorgho et 450 tonnes de niébé, ce qui permettra d'emblaver près de 124 000 hectares en 2014. Plus de 1400 chèvres rousses et bovins Azawak ont été diffusés auprès de 500 bénéficiaires, dont 450 femmes. 298 vaches ont été inséminées dans la région de Tawa. Ajoutons également à tout cela l'adoption de la technologie de triple ensachage pour la conservation du niébé par plus de 40 000 producteurs. En matière de transfert de technologie dans les autres pays du PPAO, dans le cadre de l'intégration régionale et le marché des technologies, les blocs multinutritionnels densifiés et les races animales du Niger, dont les zébus Azawak et Goudali, ont traversé les frontières nationales pour être introduites dans la sous-région, notamment au Burkina, Bénin ou en Mauritanie. Ces travaux vont durer une journée afin d'enrichir la qualité des documents sur la stratégie de la recherche agricole au Niger.
Signature ce matin au siège de ECAP Sahel Niger d'un protocole d'accord entre ECAP Sahel Niger et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. À travers ce protocole d'accord, le Grand-Duché de Luxembourg appuie financièrement ECAP Sahel Niger dans sa mission de lutte contre l'insécurité et le crime organisé au Niger. Compte rendu Isdor Banaba et Sambo Zamou. 500 000 euros, soit l'équivalent de 328 millions de francs CFA, c'est l'appui financier du Grand-Duché de Luxembourg à la mission ECAP Sahel Niger. Un appui qui devrait permettre à la mission ECAP Sahel d'atteindre ses objectifs que sont renforcer la stratégie nigérienne de lutte contre l'insécurité, aider les forces de défense nigériennes à s'inscrire dans la durée et soutenir le développement d'une coordination régionale et internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Des objectifs soutenus par le Grand-Duché de Luxembourg. Il s'agit donc de réhabiliter des centres de formation des ateliers mécaniques exploités par différentes branches des services de sécurité nigériens à Niamey et à Agadez, mais aussi d'accroître les capacités en matière de protection civile, de gestion de crise dans le domaine sanitaire, qui profitent donc également, ce n'est pas simplement les unités des forces de sécurité qui en profiteront, mais également les populations plus largement. Il s'agit donc de l'acquisition d'ambulances qui profiteront donc non seulement aux militaires et gendarmes, policiers, etc., mais également aux populations locales. Installé au Niger en 2012, suite à la demande du gouvernement nigérien, ECAP Sahel Niger soutient l'État du Niger dans la lutte contre le terrorisme à travers la formation des forces de défense et de sécurité. Cet appui de Luxembourg renforcera la capacité d'intervention des forces de défense et de sécurité nigériennes. Les fonds vont être utilisés intégralement pour améliorer les conditions de travail des collègues nigériens par des projets qui vont être mis en œuvre, qui vont être mis en place par notre cellule de projet de la mission ECAP Sahel, et tout ça en collaboration avec nos collègues nigériens. L'État nigérien, pour sa part, salue l'initiative et souhaite que celle-ci serve d'école. C'est un effort assez important à l'endroit de nos FDS. À leur nom aussi, également, je voudrais vous dire ici merci. Et je voudrais que cet effort, comme vous l'avez si bien dit, suscite d'autres efforts pour aider les autorités nigériennes à mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre le crime dans notre sous-région. En marge de la signature de ce protocole d'accord, la mission ECAP Sahel Niger et le Grand-Duché de Luxembourg se sont prêtés aux questions des hommes de médias à travers un point de presse. Répondant aux différentes questions, le chef de mission ECAP Sahel Niger a souligné leur domaine d'intervention. Ainsi, en une année d'activité au Niger, ECAP Sahel a formé au total 2406 forces de défense et de sécurité, soit près de 70 séances de formation organisées. La salle de conférence de l'hôtel Oasis servi de cadre ce matin à un atelier de lancement des activités du réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes d'Afrique. Un atelier financé par le ministère des Affaires étrangères françaises. Compte rendu Murtala Zouberou et Sambo Zamou. Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes d'Afrique rive en Niger vient de procéder au lancement de ses activités. Une initiative rendue possible grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères françaises. La multitude de catastrophes enregistrées depuis quelques années dans les villes africaines, que ce soit des villes principales ou bien les villes secondaires. Vous imaginez qu'à Dakar, vous avez de nombreuses inondations. Vous avez de nombreuses inondations aussi à Niamey qui sont récurrentes. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas que les capitales, mais il y a aussi les villes secondaires.
Vous avez au Niger, par exemple, des villes comme Difa, des villes comme Maïné-Soroa, ou bien des villes comme Maradi, comme Zender. Et lancer ce réseau nous permet de commencer nos activités et nous permet de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aller en synergie, le monde de la recherche et le monde des praticiens. Le représentant de l'Institut de recherche pour le développement IRD, Oumarou Malam Issa, a félicité ces réseaux pour cette initiative avant de donner les projets phares de l'IRD. Aux représentants de la coopération des affaires culturelles de l'ambassade de France au Niger, d'énumérer les efforts de la diplomatie française sur les problématiques liées au climat et au développement au Niger. Une influence par la promotion des acteurs institutionnels de la recherche et des universités françaises dans les programmes internationaux au plan bilatéral et multilatéral, et de coopération notamment sur les problématiques liées au climat et au développement. Au Niger, notre appui scientifique se concrétise par une attention portée en faveur de l'université Abdou Moumouni, dont un volet important du fonds consacré à la modernisation est dévolu à la valorisation de la recherche. Et c'est grâce à cet outil que nous avons pu nous associer au financement des assises de la recherche de l'université en octobre dernier. Assises tout à fait réussies et saluées par tous, si l'on se réfère à la qualité des interventions et au courage d'un diagnostic qui était sans concession par la communauté universitaire elle-même. Ouvrant les travaux de cet atelier, le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni a indiqué que les pays du Sahel sont les plus exposés aux risques climatiques avant d'appeler les participants à être attentifs tout au long de ces travaux. Nos villes africaines, particulièrement celles situées au Sahel, sont les plus exposées au vent de sable, parfois violents, mais aussi et surtout aux pluies diluviennes déversant des centaines de millimètres en un temps record, provoquant ainsi des dégâts aux conséquences incalculables. Pire encore, nos pays occupent une position géographique où les impacts déterminés par les changements et les variabilités climatiques pèsent sensiblement sur la dynamique de la production agricole. C'est en ce sens que des recherches sur la gestion des risques et des catastrophes sont d'une impérieuse nécessité. Cet atelier qui réunit des participants venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'intérieur du pays permettra sans doute à ces réseaux de mieux s'organiser pour ainsi faire face aux risques climatiques dans ces différents pays. L'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Bab Maka a reçu cet après-midi à son siège le restant de bagages des pèlerins qu'elle a convoyés dans le cadre du Hajj 2013. Les pèlerins ayant donc effectué le Hajj avec Bab Maka peuvent aller au siège de l'agence récupérer leurs bagages. Détail Omar Hama. C'est aux environs de 15 heures que le premier camion transportant les bagages des pèlerins de l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah, Bab Maka, est arrivé au siège de l'agence. Pour les représentants de l'agence, c'est un moment très particulier et surtout une grande satisfaction d'avoir mené à bien leur mission. Amana kan alhaji dan irikan mara kanki ingai wani gine kontina wani ikakato kwara da mirwo irwane imane avion gine zaza zaga ni kakaban gaba dai kuna kontina wankirdan hari hiwono kai gane kontina ngano kakato kwara kuna da dinga sintina no woni kanka borem ka ngai gine samu. Abordant dans le même sens, le chef encadreur des pèlerins de l'agence Bab Maka se dit heureux d'avoir tenu leur promesse, celle d'acheminer les bagages de leurs pèlerins. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de nous avoir montré ce jour-ci. Donc la confiance que les pèlerins vraiment nous ont faite vraiment sur leurs bagages. Donc les bagages sont venus, ils sont arrivés. Nous remercions vraiment les pèlerins vraiment du fait qu'ils ont confiance en nous. Vraiment, nous les remercions beaucoup, vraiment, parce qu'ils ont confiance en nous. Et voilà, Dieu nous a montré aujourd'hui, et nous sommes en train vraiment donc, de répondre vraiment à leur attente, donc les bagages qu'ils nous ont donnés vraiment pour à destination de Niamey du Niger. Il faut les souligner, tous les 5 conteneurs de l'agence Bab Maka sont arrivés à Niamey. Les responsables de l'agence appellent donc tous les pèlerins concernés
à venir récupérer, munis de leur quittance, leurs bagages. À l'occasion du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, célébré hier, les membres du club des élèves unis pour l'excellence du complexe d'enseignement secondaire El Haj Bello Barkiré de Saga ont commémoré cette journée sous le thème École et citoyenneté. Une cérémonie présidée par la ministre des Enseignements secondaires. Compte rendu, service Gardjelay et Imran Maïga. C'est par l'hymne national du Niger, symbole de la patrie et de la République, élément indispensable de la formation du citoyen, que les élèves du complexe d'enseignement secondaire de Saga ont ouvert cette cérémonie qui entre dans la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République. Une manière pour ces élèves de participer aux activités et manifester leur joie. Le proviseur du complexe d'enseignement secondaire de Saga, Zama Ala Salifou, a salué cette initiative du club des élèves unis pour l'excellence. Pour le président du dit club, cette journée leur permet de montrer leur sens de responsabilité, une valeur clé pour l'instauration d'une véritable république. Abordant dans le même sens, la ministre des Enseignements secondaires a aussi salué l'initiative du club des élèves du complexe d'enseignement secondaire El Hadi Bello Barkiré. L'initiative des élèves de Saga est à encourager car elle contribue à la formation des dirigeants imbus des valeurs d'égalité, de fraternité et de progrès. En cet anniversaire de la République, j'en appelle au sens du patriotisme de chacun d'entre nous pour que l'école, notre école, remplisse sa mission qui consiste à former des citoyens actifs pour le développement. Sous la demande des responsables du complexe, la ministre des Enseignements secondaires Betty Aïchatou Habibou a inauguré la bibliothèque de cet établissement. Elle a saisi l'occasion pour remettre des livres aux responsables du complexe afin de favoriser un meilleur apprentissage pour les élèves. Il faut noter que des poèmes et des sketchs axés sur le système éducatif nigérien ont été présentés par les élèves afin de marquer cette journée. Dans nos interventions, vous avez tous culpabilisé l'État. La Ligue régionale de pétanque de Niamey a fêté aussi le 55e anniversaire de la République à sa manière. Ils sont au total 14 clubs à être mis la prise pour décrocher la coupe mise en jeu par le gouverneur de la région de Niamey. Compte rendu d'Amana Abdoulaye. Commémorer le 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger dans la joie, l'allégresse, le tout couronné par une fraternité sportive autour de la pétanque, c'est le sens de ce tournoi de pétanque initié par la Ligue régionale de Niamey, dénommée Coupe du gouverneur de la dite région. Cette compétition est mise aussi à profit par la Ligue régionale pour mettre en jambe la sélection régionale qui défendra Niamey lors du championnat national prévu pour se tenir du 27 au 30 décembre prochain à Tawa. Oui, l'objectif premier, c'est d'abord fêter la République. Donc la direction régionale de la jeunesse sport de Niamey a bien voulu nous honorer en négociant ce tournoi au niveau du gouvernorat. Donc il a bien voulu financer ce tournoi. Et nous remercions vraiment le gouverneur, nous remercions aussi le SG du gouvernorat. Donc vraiment ces autorités ont toujours été à nos côtés. Et il a suffi que la direction régionale plaide pour que les ligues les plus dynamiques soient financées pour que le gouverneur fasse ce geste. Et le deuxième objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en jambe la sélection de Niamey qui doit défendre Niamey au niveau du championnat national. Au cours de cette compétition, l'ensemble des 14 clubs de la région de Niamey se sont affrontés tant en jeu individuel qu'en triplette. Depuis 2 ans, au niveau de la Ligue de Niamey, nous avons institué un championnat régional à l'image du football. Donc c'est des matchs aller-retour. Donc chaque club se déplace sur chacun des terrains des autres clubs et aussi reçoit tous les clubs. Donc le résultat de ce championnat détermine
ceux qui nous représentent au niveau du championnat national. Nous avons extrait la sélection et tous les autres joueurs de Niamey viennent compétir contre cette sélection-là. Et donc nous allons essayer de voir si nous avons fait une bonne sélection. Perspective, je pense que nous les avons déjà ficelés. C'est de renforcer le championnat que nous avons lancé. C'est de poursuivre un peu la bataille pour pouvoir mobiliser des ressources et pouvoir organiser différents tournois. Je rappelle que l'année passée, les 5 maires nous ont organisé des tournois à leur nom. Il y a des perspectives avec le conseil de ville à partir de 2014 et nous allons aussi relancer ces maires plus les sponsors pour pouvoir continuer nos différentes compétitions. Malgré l'engouement que ce sport suscite auprès de la jeunesse, il est cependant confronté à un problème d'air de jeu. Les quelques maigres aires restantes sont en proie à d'autres utilisations. Comme vous l'avez constaté, progressivement on est en train d'être déguerpi des alentours du stade. Et je pense que c'est une situation très dramatique pour la jeunesse. Je dis pour la jeunesse. Que vous remarquerez qu'autour de ce stade, il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'entraîner. C'est des milliers de jeunes qui viennent s'entraîner et qui voient aujourd'hui les maigres terrains, les maigres aires qui leur restent compromises. Donc ça nous met vraiment dans des situations très très difficiles. Et c'est un appel que nous lançons directement au chef de l'État parce que le stade n'est pas un parking. Cet état de fait doit attirer l'attention du ministère des Sports en vue de soulager la Ligue régionale de pétanque, ne serait-ce qu'avec un boulodrome. Ainsi, au terme de cette coupe dite du gouverneur en individuel, c'est El Hadj Ousmane du Pétanque Club de Taladj qui remporte la première place, suivi de Mohamed de la rive droite et Maïgari de Liberté ferme la marche du podium. En triplette, c'est le club de la francophonie qui est premier, suivi des 2 sélections de Niamey. Dans nos régions, le ministre des Postes poursuit sa mission d'évaluation de la campagne agricole dans la région de Maradi. Le département de Madaroufa a constitué la 2e étape. Compte rendu Aoussi Abdraman et Abdelkader Ilyassou. Dans son périple sur la mission d'évaluation de la campagne agricole au titre de l'année écoulée et des initiatives engagées par les autorités de la 7e République en vue de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a entamé l'étape du département de Madaroufa par une visite au village de Makaou où la population a fait cas du problème de manque d'eau auquel elle est confrontée, en plus de la mauvaise récolte. En prenant la parole, le ministre a rassuré la population de Makaou qu'il œuvra pour trouver des solutions appropriées aux problèmes qui les assaillent. La 2e visite de cette étape de Madaroufa a conduit le ministre sur le chantier de culture de contre-saison de Giratawa où 3,3 milliards ont été injectés par l'État sur une superficie de 900 hectares avec 2600 exploitants. La mise en valeur de ce vaste chantier est prévue dans moins de 45 jours. La 3e visite de la délégation ministérielle était le département de Madaroufa. Devant le lac, la population de cette localité a accueilli le ministre avec du poisson frais, du miel, du savon et de la crème, tous fabriqués à base du miel par les exploitants. Dans son intervention, le ministre a informé la population de Madaroufa des efforts consentis par l'État pour la construction de 450 forages et de 45 millions de francs en appui aux travaux de culture de contre-saison entrant dans le cadre de l'initiative 3N. Les paysans ont ensuite présenté leurs doléances au ministre qui a promis de les transmettre aux plus hautes autorités de la République. Le ministre s'est ensuite rendu au magasin de l'OP20 de Madaroufa où sont stockées 418 tonnes de mil. Cette année, un excédent de 20 000 tonnes de vivres a été enregistré dans cette localité. Une visite similaire a conduit la délégation ministérielle au magasin de la Caïma où sont stockées 900 tonnes d'urée de sacs de 50 kg. Auparavant, 360 litres de pesticides ont été distribués gratuitement aux paysans. La dernière étape de la visite du ministre des Postes et des Télécommunications dans le département de Madaroufa était le village de Ignelwa où il s'est rendu sur le site de culture de contre-saison exploité par 3 coopératives de femmes qui produisent des produits maraîchers. La parole a été donnée aux exploitantes qui ont formulé quelques doléances. Le ministre nous livre le bilan de cette étape de Madaroufa. Nous avons constaté une avancée très significative
des cultures de contre-saison, notamment de l'initiative 3N. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'initiative 3N. Nous sommes ici sur un site de Yalwa où les femmes ont produit énormément de produits, notamment l'igname, l'oignon, l'arachide. Et ces produits-là ont participé à l'amélioration très sensible des conditions de vie de la population. Donc aujourd'hui, l'initiative 3N est devenue une réalité dans le département de Madarouf en particulier et sur l'ensemble du territoire nigérien en général. Une femme à elle seule peut produire de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide, à même d'aider l'ensemble du foyer, à même de sécuriser l'ensemble du foyer en cas de problème de famine. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de famine en termes d'aliments, en termes d'insécurité alimentaire au niveau de ce village de Yalwa parce que l'État a beaucoup appuyé cette population. Nous avons une centaine de forages qui sont là. Donc au lieu d'arroser à la main ces plantes-là, aujourd'hui c'est un arrosage automatique avec des motopompes. C'est vraiment une réussite. Le ministre a ensuite visité l'une des stations centrales du forage du village de Ignaloa où il a remercié la population venue l'accueillir. Il a dans son discours attiré l'attention de celle-ci sur 3 points fondamentaux qui constituent les grands axes entrant dans l'amélioration des conditions de vie des Nigériens après la saison agricole écoulée. Parmi ces 3 points, on note la distribution gratuite de vivres dans les zones déficitaires, la vente de céréales à prix modéré dans certaines zones moins déficitaires et enfin l'appui de l'État pour que l'initiative 3N soit une réalité au Niger. Après avoir prodigué de sages conseils aux habitants de cette localité, le ministre les a surtout exhortés à contribuer efficacement aux questions de sécurité dans notre pays. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée au décryptage du message à la nation du président de la République à l'occasion de la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République. L'analyse est signée Rachida Altini. Très bonne réception et au revoir. Nigériens, mes chers concitoyens. Dans le contenu, le message du président a été concis. Le chef de l'État a pris en compte les préoccupations sociales qui sont nombreuses, tout comme les attentes pressantes. Il suffit de dire la vérité au pays pour avoir le pays avec soi, disait un président français. Cela résume bien la vision que porte le président Issoufou pour son pays. Une vision qui s'est traduite par un large consensus sur la révision de la loi électorale. Je voudrais saluer la hauteur de vue de la classe politique qui, face aux intérêts fondamentaux de notre peuple, a su dégager un large consensus lors des discussions sur la révision de la loi électorale qui consacre le fichier électoral biométrique. Ce consensus a permis l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale de cette loi capitale pour la transparence des élections et l'approfondissement du cadre démocratique. Conformément à ses promesses électorales de promouvoir la transparence des élections, de renforcer la démocratie et garantir la participation de tous au processus, le président de la République a décidé d'associer la diaspora à la gestion de l'État. J'ai décidé, conformément à mes promesses électorales, d'y associer ce que j'ai appelé la 9e région du Niger, en l'occurrence la diaspora. Aussi, le gouvernement est-il instruit en vue de rendre effectif le vote des Nigériens à l'extérieur lors des prochaines élections législatives et présidentielles. C'est dire que la diaspora aura des représentants à l'Assemblée nationale. Le gouvernement proposera un projet de loi pour améliorer la représentation des femmes au poste électif. Respectueux des valeurs démocratiques, le président se réjouit de la perception qu'a la population nigérienne de la démocratie. Honoré par la presse privée pour ses efforts en faveur de la liberté de la presse au Niger, le président de la République a reçu le 4 décembre 2013 le trophée d'honneur des Nuits de la liberté de la presse. Il a donc saisi cette occasion solennelle pour remercier la presse. Je voudrais que notre jeunesse se convainque de ce qu'aucune société
ne peut progresser si elle n'est pas attentive au mérite individuel. Le peuple nigérien adhère dans sa grande majorité à cette vision. Les résultats d'une enquête d'opinion réalisée par Afrobaromètre montrent que 66% des Nigériens préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement. Je me réjouis de ce que 65% des Nigériens sont satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne au Niger. Je me réjouis aussi de ce que la presse privée soit satisfaite des conditions dans lesquelles elle exerce sa profession. Je voudrais en retour renouveler mon engagement qu'aucun journaliste n'ira en prison pour ses opinions durant mon mandat. Néanmoins, j'exhorte la presse à plus de responsabilité, car celle-ci est le prix de la liberté. Depuis 2011, le Niger améliore chaque année son taux de perception de la corruption, élaboré par Transparency International. Ainsi, le Niger est passé de la 134e place en 2011 à la 106e place en 2013. S'il est indéniable que d'importantes avancées ont été enregistrées, beaucoup reste encore à faire, a souligné Issoufou Mamadou. C'est dans cette optique que le chef de l'État a promis de veiller scrupuleusement à l'exercice d'une bonne gouvernance et singulièrement celle minière et pétrolière. Je veillerai scrupuleusement à l'exercice d'une bonne gouvernance minière et pétrolière. Cette gouvernance doit s'exercer dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, impliquant fortement les Nigériens et permettant à notre pays de tirer le meilleur parti de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est dans cette perspective que nous négocions le renouvellement des conventions de la Somaïr et de la Cominac, notre objectif étant de mieux participer à la gouvernance de ces sociétés. Abordant la question sécuritaire, le président Issoufou a rassuré les Nigériens que le gouvernement continuera à déployer des efforts importants pour renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement de nos forces de défense et de sécurité. La commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger coïncide cette année avec la fin d'une campagne agro-pastorale qui n'a pas répondu aux attentes des autorités. Pour pallier ce déficit, plusieurs mesures seront prises. Le déficit céréalier cumulé s'élève à plus de 340 000 tonnes, soit 10% des besoins. Quant au déficit fourrager, il est globalement estimé à 6 700 000 tonnes de matière sèche. Les services compétents de l'État ont été instruits pour prendre toutes les dispositions afin de venir en aide aux populations des zones déficitaires, de favoriser sur tous les marchés l'accessibilité des céréales et de déployer l'éventail des filets sociaux au profit des populations nécessiteuses. L'initiative 3N étant devenue opérationnelle, nous parviendrons à faire face à la situation. Le gouvernement met en œuvre un plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013, d'un montant de 56 milliards, dont plus de 4 milliards sont consacrés aux activités génératrices de revenus sous forme de cash ou food for work au profit de 55 000 ménages, 15 milliards à l'achat de stock, 3,8 milliards à la production maraîchère des zones vulnérables, 3,7 milliards pour les populations victimes d'inondations et de catastrophes naturelles, 1,3 milliard à la prévention des risques d'invasion acridienne. Le programme des cultures irriguées que le gouvernement vient de lancer prévoit d'emblaver 115 000 hectares. La production attendue est de 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, une production qui permettra de couvrir largement le déficit enregistré. L'action, c'est le thème principal du message du président. La table ronde des partenaires techniques et financiers, tenue le 9 décembre dernier à Vienne, a permis de faire le point sur le programme Kandaji et de mobiliser 172 millions de dollars pour couvrir les coûts supplémentaires engendrés par la résiliation du contrat avec l'entreprise défaillante,
Les travaux de réalisation du barrage de Kandaji vont donc reprendre sous peu. Nous avons, en novembre dernier, conclu avec le Bénin et un partenaire stratégique le projet de réalisation du chemin de fer Cotonou-Dosso-Niamey pour un coût total de plus d'1 milliard d'euros. Ainsi, ce rêve qui semblait irréalisable devient désormais une réalité. Les travaux devront démarrer au plus tard en mars 2014. Le projet Salkdamna est également avancé. Je voudrais également mentionner les appels d'offres pour la réalisation des routes Arlit-Asmaka, Balayara-Filengue, Zender-Magaria, frontière avec le Nigeria, et du pont Farié. On peut se féliciter du démarrage des travaux des routes d'Ifa-Ngimi, frontière avec le Tchad, et Goudel-Tondibia-Tondikware, pour la ville de Niamey. Le programme d'équipement se poursuivra avec le démarrage des travaux de réalisation de la centrale électrique de Gorubanda, le lancement de la réalisation en 2014 d'échangeurs, la réalisation de 110 km de routes bitumées, auxquels s'ajouteront les travaux de construction du 3e pont et la rénovation des principaux carrefours et places publiques. Je voudrais également annoncer le programme d'équipement de la ville de Dosso, qui abritera la cérémonie de la commémoration du 18 décembre 2014, pour lequel le gouvernement a été instruit. Les travaux du port sec vont bientôt démarrer. Nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre du programme de renaissance, mais les défis sont encore nombreux, a indiqué le président de la République. Faire face à ces défis exige de chacun de nous un don de soi, le sens de l'intérêt général, l'amour du pays. Au-delà de nos divergences politiques et d'opinion, nous devons tous, individuellement et collectivement, avoir comme boussole l'intérêt national, a souligné Issoufou Mahamadou. Nous devons tous nous inspirer de l'exemple de dignité, de patriotisme, d'humilité et de dépassement de soi donné par le président Nelson Mandela, qui, après 27 ans passés derrière les barreaux et tant d'humiliation et de privation, a su tourner cette page sombre en pardonnant, en rassemblant ses concitoyens de toutes les couleurs et de toutes les conditions sociales autour de l'idéal de construction nationale et en quittant volontairement le pouvoir. L'action du président Mandela a permis de substituer notamment l'égalité de tous les citoyens sud-africains au régime de l'apartheid, basé sur l'inégalité des races et des conditions sociales et économiques. Le 55e anniversaire de la République est justement une occasion pour nous de célébrer cette valeur républicaine par excellence que constitue l'égalité des citoyens, a ajouté le président Issoufou Mahamadou. Vive la République, je vous remercie.